Space Avocat. Space Avocat. Le podcast. The podcast. J'ai le plaisir pour cette première édition de recevoir Monsieur Philippe Coué. Philippe, bonjour. Et bonjour. On va donc parler effectivement de votre grande expérience dans le secteur et de votre vision également pour cette Europe spatiale. Mais avant toute chose, je vous propose de vous présenter en quelques mots. Écoutez, pour me présenter, on peut dire que je suis d'abord un passionné d'espace qui a pu exercer sa passion dans le milieu professionnel et aussi de manière extra-professionnelle, puisque, eh bien, justement, si vous m'interviewez aujourd'hui, c'est pour parler d'un ouvrage qui a été réalisé en dehors du cadre professionnel, de manière tout à fait privée et selon une volonté qui a démarré il y a quelques mois. Dans ce petit ouvrage, effectivement, vous présentez une vision d'une Europe peut-être plus déterminée à faire aboutir des projets spatiaux ambitieux. Peut-être une question un peu générique pour commencer. Quelle est finalement pour vous cette Europe spatiale à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'elle représente à l'heure actuelle à vos yeux? Eh bien, elle représente l'aboutissement de, oui, on va dire 50 années de progrès continu, à la fois dans le transport spatial, avec les lanceurs Ariane, puis dans les satellites qui couvrent maintenant tous les domaines d'application et qui ont permis à l'Europe eh bien, d'avoir une activité spatiale souveraine dans ces domaines. D'accord. Alors, effectivement, dans cet ouvrage qui vient de sortir, justement, vous avez choisi un angle d'attaque, alors non pas généraliste, mais sur un sujet très précis et qui est parfois assez mal considéré en Europe, il faut le dire. Vous avez choisi le vol spatial habité. Alors, pourquoi vous avez choisi de produire un livre sur cet angle très particulier de notre industrie? Eh bien, ça partait d'un constat en réalité que nous savions pratiquement tout faire dans ce domaine en Europe, mais qu'il manque encore un lien pour rassembler toutes les compétences et en particulier autour d'un grand projet qui serait celui de réaliser un vaisseau spatial habité européen qui permettrait à nos astronautes d'atteindre l'orbite de manière complètement indépendante. Donc, nous savons, je répète, pratiquement tout réalisé et l'Europe participe à déjà de grands programmes comme la Station spatiale internationale et demain matin, ce sera la Lune. Donc, vous voyez, on est quand même inclus dans ce programme qui engendrait en fait en Europe un certain nombre de compétences, d'expériences. On a une industrie qui est tout à fait au top pour aller de l'avant et réaliser ce véhicule. Toutes les grandes puissances spatiales sont engagées dans le programme de vol habité, mais de manière indépendante, sauf l'Europe. Donc, il me semblait que par rapport à cette dynamique, eh bien, on allait quand même en Europe devoir aborder le sujet. Et je souhaitais rentrer dans ce débat-là. Donc, j'ai décidé l'été dernier, eh bien, de commencer l'écriture sur la base de mon expérience comme observateur du vol spatial habité en Europe, mais pas seulement. Je rappelle aussi que je travaille beaucoup sur la Chine. Donc, je vois bien, en fait, une puissance comme la Chine, mais y compris l'Inde, qui maintenant accélère ses programmes pour justement devenir indépendant dans les vols habités. Donc, animer davantage le secteur. Et je vous répète, il me semblait vraiment important de participer en fait à ce débat. D'accord, donc effectivement, à vous lire et puis à vous entendre aussi aujourd'hui, on a quand même l'impression que l'industrie spatiale européenne est très complète et puis qu'il y a un peu ce petit saut à faire pour aller vers le vaisseau spatial habité Made in Europe finalement. Complètement, si vous voulez, on a toutes les pièces du puzzle. Il suffit maintenant de les assembler. Et donc, il faut que nos décideurs eh bien, prennent le choix de s'y engager, quoi, puis de porter l'Europe vers une nouvelle ambition, parce que envoyer des hommes dans l'espace de manière autonome, c'est vraiment quelque chose qui a du sens dans la construction européenne. Donc, on sait pratiquement tout faire au niveau spatial, mais il nous manque en fait si vous voulez, ce véhicule qui non seulement nous permettrait d'être souverains
pour envoyer nos propres astronautes là-haut, mais aussi ça permettrait à l'industrie européenne d'acquérir de nouvelles compétences spatiales qui sont bien au-delà de la fourniture d'équipements à des programmes de volabilité internationaux ou la simple participation d'astronautes, mais toujours en strapontin sur les vaisseaux des autres. Donc, il serait tout de même temps, il me semble, pour faire progresser toute la communauté et puis acquérir de nouvelles expériences, de nouvelles compétences dans l'industrie, et bien de se lancer à notre tour dans la création de ce vaisseau. Voilà. D'accord. Et justement, vous parliez de puzzle et d'industrie avec différents acteurs. Et il y a finalement une catégorie d'acteurs que l'on voit prendre une place prépondérante, et notamment dans votre ouvrage, vous le mentionnez, mais on le voit aussi dans la vie de tous les jours, ce sont les acteurs privés. Effectivement, on est passé d'un secteur spatial qui était dominé par les agences gouvernementales et nationales à maintenant une prise de poids de ce genre d'acteurs-là. On le voit notamment aux États-Unis. Comment appréciez-vous leur rôle? Est-ce que vous pensez, vous, que le secteur privé a un rôle encore plus moteur à faire dans le secteur spatial, et notamment pour ce projet de vaisseau européen, ou est-ce que les agences nationales vont continuer à avoir un lead impératif? Je pense que, si vous voulez, la situation aux États-Unis et en Europe est complètement différente. Et finalement, à l'instar de tous les programmes spatiaux, vous devez démarrer en fait des programmes pionniers avec l'aide massive de l'État. En Europe, il serait difficile de faire autrement. Aux États-Unis, la NASA en fait a pris une direction différente. La NASA imaginait que confier au secteur privé la desserte cargo puis la desserte habitée de sa station lui permettrait de gagner de l'argent pour justement le consacrer davantage aux missions frontières, c'est-à-dire aller vers la Lune et puis préparer le voyage martien. Donc cette politique a été conduite à partir de la fin des années 2000 et aujourd'hui la NASA mais aussi la Cour des comptes américaine estime que finalement cette manière de faire a permis à l'Agence spatiale américaine d'économiser des milliards de dollars, même des dizaines de milliards de dollars. Donc finalement, c'est quelque chose qui est très positif aux États-Unis, avec aussi l'ambition pour la NASA, c'était de confier au secteur privé la réalisation de ces vaisseaux, en imaginant que ce même secteur privé puisse trouver le moyen de se développer par lui-même et trouver de nouveaux marchés. Donc il y a un certain nombre de sociétés qui se sont lancées dans l'aventure, et dont une que tout le monde connaît évidemment, SpaceX, qui désormais en fait fournit un service complet à l'Agence spatiale américaine en définissant le vaisseau, en le construisant, en l'exploitant. Donc c'est quelque chose qui aux États-Unis devrait se développer davantage. Boeing devrait arriver sur le créneau l'année prochaine, et on sent bien que le vol habité va en fait plutôt évoluer vers cette tendance, on va dire, commerciale, au moins pour l'orbite basse. Parce que je pense de toute manière que les missions frontières sur la Lune et Mars auront besoin de soutien massif des États encore. En revanche, les activités en orbite basse pourraient, d'ici une dizaine d'années, se développer davantage. Quand on écoute en fait les différents opérateurs qui ont déjà fait ces vols habités privés et ceux qui souhaitent en faire, il y aurait selon eux une forte demande. Une forte demande pour le vol suborbital, mais aussi, ce qui est peut-être le plus impressionnant, une grosse demande pour le vol orbital. Donc c'est ce que je rappelle un peu dans l'ouvrage, en ayant en fait le sentiment, après avoir discuté avec les uns et les autres, eh bien que ces vols spatiaux privés pourraient peut-être beaucoup plus nombreux dans l'avenir et peut-être complètement dominer en fait le secteur d'ici une dizaine d'années. Ça dépendra en fait des événements en cours, surtout aux États-Unis, en fonction des lanceurs qui seront disponibles et de ceux qui se préparent à être lancés. Je pense en particulier
au Starship, mais on pourrait avoir une évolution très rapide. Alors, vous voyez que par rapport à cette dynamique, et je devrais aussi parler de celle de la Chine, qui a beaucoup de projets, qui a l'intention non seulement de terminer et d'exploiter sa station spatiale, mais aussi d'aller sur la Lune. Donc, quand vous additionnez l'effort américain et celui de la Chine, et des Russes, bien sûr, qui sont toujours là, et puis bientôt de l'Inde, vous pouvez vous demander, mais pourquoi l'Europe n'y est pas? Donc, il me semble, moi, que l'Europe devrait y être, parce que si on n'accompagne pas le développement en cours de ce secteur, eh bien, on risque de passer en troisième position spatiale, voire en troisième position tout court pour l'Europe, quoi. Donc on est un peu finalement à la croisée des chemins quand on vous écoute, parce que d'un côté, on est complètement à la croisée des chemins. On a cette explosion effectivement des potentiels, en tout cas même imminente, puisque vous venez de dire qu'il y allait avoir plus finalement d'astronautes non professionnels que de professionnels, ce qui est d'ailleurs une réalité maintenant. Mais on a aussi cette croisée des chemins entre guillemets, de compétition avec les différents pôles spatiaux du monde et auxquels l'Europe essaye en tout cas de talonner. Mais on sent qu'il y a une prise de recul qui est un peu néfaste qui est à l'œuvre. Et votre message, si effectivement je l'entends bien et on le voit très très clairement dans votre livre, c'est d'essayer de rattraper ce retard-là en ayant des programmes spatiaux ambitieux et notamment de vol habité qui forcent un peu à ces innovations technologiques majeures qui sont déjà à l'œuvre aux États-Unis, notamment par des acteurs privés comme SpaceX avec le Starship. Oui, complètement. Et donc, alors, j'évoquais le sujet qui me tenait le plus à cœur, qui est celui des hommes dans l'espace, mais il serait temps que l'Europe prenne des décisions dans votre domaine pour accompagner Ariane 6, mais pour accompagner aussi le lanceur qui devra le remplacer et qui devrait, à mon sens, être lui aussi très réutilisable. Et donc, il n'est pas impossible de ne pas imaginer, en fait, un véhicule spatial qui soit d'une certaine manière une sorte de démonstrateur aussi pour tout ou partie du futur lanceur réutilisable de l'Europe. Donc, on peut imaginer ces programmes totalement découplés, ou alors chacun ayant en fait partie liée avec l'autre, pour dans le seul but en fait de faire avancer l'Europe, de faire avancer sa construction, et puis de rester dans la course tout simplement, quoi. Il y a un énorme enjeu stratégique que vous soulignez très bien. Et puis alors là, c'est un peu le côté avocat qui parle. C'est sûr qu'avec ce retrait un peu relatif des agences et puis une approche finalement, et corrigez-moi si je me trompe, mais une approche quand même beaucoup plus bottom-up que entre guillemets le old space, où les acteurs privés viennent proposer des initiatives et puis finalement les agences achètent ou pas. Il y a une importance croissante des contrats et on n'hésite pas, enfin on voit des agences qui n'hésitent pas plutôt à se comporter comme des acheteurs normaux finalement. On voit la NASA avec SpaceX, et c'est une tendance qui, selon vous, va perdurer et va être peut-être la nouvelle normalité. Il n'y a que la NASA. Il n'y a pas encore l'écosystème en Europe qui permettrait de le faire. Il faut que les mentalités évoluent, il faut que la culture spatiale évolue, etc. Donc tout va dans le bon sens. Alors maintenant, savoir si ça avance avec le rythme qu'il faudrait, c'est une autre question. Mais moi, ce que je voulais, c'est vraiment mettre sur la table, si je puis dire, le problème du vol habité et le fait que des décisions maintenant s'imposent, puisque c'est des programmes qui demandent quand même plusieurs années de développement. Et dans les conditions actuelles, l'Inde va envoyer ses astronautes avant l'Europe. C'est évident, hein, vous avez les premiers vols automatiques prévus l'année prochaine et le premier vol habité en 2023. Donc, quand les Indiens seront sur orbite avec leurs propres moyens, nous, quoi qu'il arrive, soit on aura décidé quelque chose, ou soit on commencera en fait à faire ce vaisseau. Imaginez un seul instant qu'une autre puissance, je pense en particulier à l'Iran, quoi, qui a des velléités de vol habité, il n'est pas impossible du tout, et ça je l'évoque dans l'ouvrage,
eh bien que ce type de pays puisse réaliser par lui-même au moins des vols suborbitaux habités. Il me semblerait dommage que l'Europe, avec toute son expérience, 50 ans d'expérience, tout ce qu'elle a déjà réalisé à bord du Space Lab, de l'ISS, des vols de navettes, mais aussi avec les Russes, eh bien que nous en soyons simplement à regarder en fait l'air du temps et puis les événements qui se passeraient en dehors de l'Europe. Donc voilà, c'est ma vision des choses sur non seulement ce que devrait être maintenant le programme spatial avec ses vols habités, mais aussi une certaine idée de l'Europe. Tout à fait. Et c'est également très clair dans votre ouvrage, il y a une urgence politique à prendre ce risque, d'une part pour effectivement assurer un leadership européen et mondial, mais il y a derrière quelque chose de beaucoup plus pragmatique et aussi assurer une indépendance technologique pour le vieux continent par l'intermédiaire justement des découvertes qui peuvent être faites à l'occasion de ces projets extrêmement ambitieux. Et Oui. parlant de projets ambitieux, je sais qu'il y a un sujet qui vous tient un peu à cœur, qui est celui des centrales solaires en orbite. Alors, je ne résiste pas à l'idée de vous demander un peu plus d'informations sur ces sujets-là qui ne sont pas forcément trop connus, en tout cas sur nos latitudes, et qui pourtant, on avait pu en discuter quelques temps avant de préparer ce podcast. Et ça serait donc intéressant d'avoir votre avis sur cette technologie qui peut paraître un peu de science-fiction, qu'on a pu voir même dans certains films à la James Bond, mais qui finalement sont à l'heure actuelle en état de prototype. D'accord. Alors, juste avant, je voudrais quand même rappeler que le vol spatial habité permettrait en fait aux Européens non seulement de participer plus à même aux missions orbitales, mais aussi d'être encore plus actifs pour aller sur la Lune et l'explorer. Voire, on peut aussi très bien imaginer qu'un vaisseau européen puisse s'accoupler à une nef interplanétaire pour en devenir l'élément de liaison entre la Terre et la nef. Vous voyez ? Donc, les perspectives, en fait, sont multiples. Mais pour revenir précisément à la question que vous me posez, qui est celui des centrales solaires orbitales, qui nous éloigne quand même un petit peu du sujet, puisque on peut imaginer qu'il y ait des vols d'astronautes vers des centrales solaires orbitales géantes, mais il y a beaucoup de projets qui sont aussi entièrement automatiques. Alors, de quoi il s'agit ? Eh bien, en fait, c'est une idée qui a germé chez des auteurs de science-fiction avant d'être breveté par un Américain, Peter Glaser, au début des années 70, et qui a été pris en compte par les Américains de manière très sérieuse dans la période des deux chocs pétroliers, celui de 73 et 79, et comme énergie alternative pour s'affranchir en fait de la dépendance du pétrole. Une dépendance toute relative quand on est aux États-Unis, quand même, il faut le rappeler. Mais cette idée en fait d'assembler en réalité d'immenses champs de panneaux solaires dans l'espace a été étudiée très sérieusement par la NASA et le département de l'énergie, on va dire entre 73-74 et le milieu des années 80. Au début, il s'agissait en fait d'assembler avec des centaines, voire des milliers d'astronautes, des centrales absolument géantes, de plusieurs dizaines, parfois de kilomètres carrés, et puis de les monter lentement avec des propulseurs électriques vers l'orbite géostationnaire, où elles doivent fonctionner. Ces centrales, ce serait par exemple l'équivalent d'un ou plusieurs réacteurs nucléaires, avec l'avantage de capter en permanence l'énergie du solaire et de la renvoyer sous forme de micro-ondes. C'est surtout sous forme de micro-ondes que cela a été étudié vers la Terre. C'est-à-dire que vous auriez sur la Terre des antennes assez vastes de plusieurs kilomètres carrés pour récupérer en fait l'énergie transmise par ces centrales solaires. Alors si le projet a été finalement abandonné dans les années 80 parce qu'il dépassait complètement tout ce qui était imaginable en termes de transport spatial, aussi quand même de technologie,
Eh bien, ce projet-là a évolué au cours du temps et il est finalement devenu un peu plus facile à réaliser. Je m'entends. C'est-à-dire qu'à la place d'utiliser des centaines d'astronautes, eh bien, les uns et les autres ont imaginé des assemblages plutôt automatiques. Donc, voilà. Et à partir des années 2000, eh bien, la Chine, en fait, a décidé d'étudier ça à fond. Et en 2010, a considéré que les centrales solaires orbitales étaient l'une des priorités de son programme énergétique et spatial. En 2016, en fait, ce programme a démarré officiellement en Chine et il a été réaffirmé cette année lors du Congrès national du peuple au mois de mars. Et les ambitions chinoises sont assez extraordinaires puisque dès le début des années 2030, ils souhaitent placer sur orbite une centrale de 1 mégawatt. Et puis, à partir des années 2040, c'est une centrale de 1 gigawatt qui ensuite serait assemblée en série. Donc, des essais sont déjà conduits au sol pour les essais en fait de transmission d'énergie sans fil par micro-ondes, en particulier avec des ballons qui vont être montés de plus en plus haut. Et on voit bien en fait qu'il y a une vraie dynamique pour construire d'ici une dizaine d'années en fait un démonstrateur de centrale solaire orbitale. Les États-Unis en fait ont continué leur recherche et on a même un dispositif expérimental à bord de l'avion spatial militaire X-37B qui fonctionne en ce moment, avec lequel le Naval Research Laboratory eh bien, obtient un certain nombre de données pour aller de l'avant. Il y a aussi en fait des initiatives privées qui se sont créées pour mettre en œuvre ces projets pharaoniques. Et puis, il y a même des États comme le Royaume-Uni qui ont investigué le domaine et demandé une étude complète afin d'alimenter potentiellement un quart du Royaume avec des centrales solaires orbitales. Un projet qui, je crois, est estimé à 12 milliards de dollars, ce qui n'est pas finalement extraordinaire par rapport à d'autres projets. Il y a quelques jours, il y a l'Agence spatiale européenne qui a tenu en fait un colloque sur ce sujet qui rassemblait en fait tous les parties prenantes à travers le monde sur l'espace, et on voit bien en fait que l'espace est redevenu complètement à la mode en raison de l'urgence climatique qui nous oblige à innover en matière d'énergie renouvelable. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'opportunités pour ces projets qui pouvaient paraître de la science-fiction il y a encore une dizaine d'années. Donc il me semble, alors c'est pas le sujet du livre, hein, je ne fais que l'effleurer, mais il me semble que c'est comment dire, un sujet qui doit être davantage exploré, qui devrait l'être en Europe, parce qu'en réalité, la construction de ces centrales pose beaucoup de problèmes. En particulier, il faudrait savoir comment on va régler en fait toutes les vibrations qui vont modifier l'attitude de la station. Et puis ensuite, tout le problème de transmission d'énergie sans fil qu'il faudra maîtriser, en particulier l'orientation très très précise du rayon vers son antenne réceptive au sol. Parce qu'on imagine en fait que eh bien, si cela n'était pas le cas, nous n'aurions plus un rayon comment dire pour nous alimenter en énergie, mais un rayon très très nocif pour l'environnement, ce qui d'ailleurs inquiète les États-Unis concernant la dynamique chinoise sur ce type de projet. Donc on voit bien les enjeux qui sont en train d'arriver, tant sur le plan de la ressource énergétique qui pourra être fabuleuse, hein, mais aussi tout ce qu'on pourrait craindre d'une électricité, d'une centrale solaire orbitale dont le rayon ne serait pas correctement orienté. Oui, voilà. C'est toujours intéressant Donc, de voir. Il y a voir beaucoup de choses à dire sur ce qu'on appelle, selon l'acronyme anglais SPS, pour Sun Power Satellite,
Mais vous voyez, ça mériterait un nouvel ouvrage en réalité. Voilà. Oui, c'était intéressant effectivement d'avoir cette petite digression sur ce sujet-là parce qu'on voit finalement toujours le côté double usage de l'industrie spatiale quand même, puisqu'effectivement la centrale qui peut aussi se transformer potentiellement en vecteur de destruction. Et puis aussi l'importance du vol spatial habité aussi, parce qu'il va falloir forcément des hommes pour venir faire la maintenance aussi de ce genre d'installation gigantesque. On aura besoin des hommes pour exécuter en fait des tâches très particulières, des tâches faisant peut-être appel plus à la conscience humaine. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas encore atteint avec le robot un idéal qui nous permettrait de l'envoyer. Si vous voulez, en ayant parlé avec plusieurs astronautes, on sent bien en fait la différence au niveau de l'exploration que celle réalisée par un robot. Mais on peut aussi, en plus de l'exploration, trouver un certain nombre de tâches où l'homme sera toujours en fait absolument nécessaire. En particulier, et la NASA le souhaite, donc elle veut favoriser maintenant l'édification de stations orbitales privées, mais le prérequis, c'est de pouvoir justement chaque année accueillir en permanence au moins 2 astronautes de la NASA qui continueraient en fait à faire des recherches en apesanteur sur orbite basse. Je lis avec une grande attention en fait les récits des voyageurs qui ont pris le New Shepard cette année ou les passagers de la mission Inspiration 4 de septembre dernier. On comprend que quelque chose est en train de se passer. Déjà, on a vu que l'accès à l'espace finalement n'était pas quelque chose de si compliqué, moyennant une bonne préparation, très courte pour les vols suborbitaux, mais aussi comme pour les vols orbitaux plus courtes que celles des astronautes professionnels. Quelque chose se passait. Et les récits en fait de ces voyageurs montrent que le potentiel en fait pour le tourisme spatial, pour aller dans l'espace, pour voir la Terre et puis l'environnement spatial est quand même grande. Et qu'il y aura toujours en fait des missions pionnières avec des astronautes d'agences spatiales, des missions de maintenance, etc. Mais qu'il pourrait y avoir un très grand appétit pour non seulement observer la rotondité de la Terre, mais passer de plus en plus de temps sur orbite, voire plus loin, quoi. Donc cette dynamique-là, je pense que maintenant, on la voit bien aux États-Unis. C'est quelque chose qui vient de démarrer. Donc, il faudra que tout ça, si vous voulez, compose avec les problèmes actuels, en particulier ceux de l'environnement, mais il y a encore toute une plage en fait accessible entre ce qui est possible de faire et l'inacceptable. Il pourrait être aussi intéressant de montrer la Terre vue de l'espace à un certain nombre de décideurs politiques pour que la conscience écologique puisse eh bien se répandre peut-être davantage. Parce que ce qui est très très curieux dans les récits de ces gens qui sont allés là-haut cette année, c'est justement de comprendre, d'appréhender cette fragilité qui est absolument impossible à vivre sur Terre. Il faut vraiment s'élever de beaucoup et se rendre compte de la fragilité de la planète dans l'espace. Et c'était vraiment ce qui a surpris la plupart des voyageurs. Et peut-être que, je pense même, j'en suis certain, que les gens qui font ça, et de manière privée, peuvent être de vrais ambassadeurs pour renforcer une conscience qui finalement sera positive pour l'ensemble de la communauté, quoi. Donc on voit effectivement qu'il y a une grande appétence aux États-Unis. Vous parlez même d'un changement de mentalité. Effectivement, on le voit, mais on le voit également aussi dans la vitalité extrême du New Space, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe. Mais effectivement, il y a un certain retrait européen, ne parlons pas aussi par rapport à la Chine, vous l'avez très bien expliqué,
finalement, et c'est aussi très clair dans votre ouvrage, on voit que l'Europe a toujours eu une contribution très, très importante dans les missions même américaines, pour l'ISS, etc. Qu'est-ce qui manque, en fin de compte, qu'est-ce qui manque à l'Europe spatiale pour donner naissance à ce vol habité Made in Europe? Sur le plan technique, il ne manque pratiquement rien. Maintenant, c'est sur le plan politique que les décisions doivent être prises. Si je devais résumer la situation, c'est vraiment celle-ci. Eh bien, écoutez, merci pour ce message qui est très clair, qui a l'avantage d'être très clair, et effectivement qui est porteur d'espoir, puisqu'il n'y a pas de décrochage technologique en Europe. L'Europe, si je vous comprends bien, a toutes les cartes pour pouvoir faire sortir ce genre de projet. Je rappelle juste votre ouvrage, donc Le vol spatial habité. C'est un très bel ouvrage parce que vous avez des plumes très synthétiques, alors du coup on comprend vite les enjeux. J'ai voulu être absolument très synthétique. Et ça, c'est très appréciable. L'objectif par rapport aux ouvrages que j'ai l'habitude d'écrire était vraiment d'aller au cœur du sujet, sans fioriture, sans passer trop de temps. Vous avez évoqué tout à l'heure l'urgence. Il y a effectivement urgence maintenant, en fait, à prendre des décisions pour la souveraineté de l'Europe en matière de vol spatial habité, donc qui passe par un vaisseau autochtone. Il y a urgence parce que on voit bien que chez les autres, tous les programmes sont lancés. On parlait en fait des programmes existants tout à l'heure, mais il faut savoir que la suite en fait a déjà été décidée. Je n'ai pas évoqué par exemple la Chine, mais la Chine essaye déjà un nouveau vaisseau spatial habité qui non seulement l'emmènera sur orbite pour remplacer les vaisseaux Shenzhou, mais qui l'emmènera aussi vers la Lune. Et les déclarations en fait se multiplient pour le vol habité lunaire, qui devrait être réalisé avant la fin de cette décennie. Donc il y a vraiment, quand on se positionne au milieu de tout ça, il y a matière à réflexion. Et puis surtout, le fait de devoir prendre urgemment des décisions qui vont dans le bon sens pour l'Europe, quoi. Eh bien, écoutez, voilà. Merci Philippe, merci beaucoup. Votre message est très bien passé en tout cas. Je recommande chaudement cet ouvrage qui se lit très rapidement et qui est effectivement très didactique. C'est important surtout sur des sujets qui sont très particuliers. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce programme ou si vous avez besoin de services juridiques, vous pouvez contacter le Dr Numa Isnar par courriel à l'adresse contact@numaisnar.com. If you want more information about this program or need legal services, you can contact Dr. Numa Isnard via email at contact@numaisnard.com.